Depuis son apparition, Vecna s'est imposé comme le grand méchant emblématique de la série, et ses origines nous amènent directement vers un spin-off. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La saison 4 a confirmé que Vecna, alias Henry Krill numéro 1, était présent depuis le tout début. On apprend également qu'après avoir été banni par 11, Henry a rencontré le flagelleur mental et a établi un lien avec lui. Les fans débattent de ce point crucial de l'intrigue depuis qu'il est devenu canon il y a plus de 3 ans. Certains pensent que lorsque Henry a trouvé le flagelleur mental, il en a pris le contrôle, le modelant à son image pour l'utiliser à ses propres fins. D'autres croient que le flagelleur mental contrôlait Vecna et qu'il a pris cette forme arachnéenne pour l'attirer. Mais la saison 5 révèle enfin au public de nouvelles informations sur le lien qui unit Vecna au flagelleur mental, et c'est bien plus sombre que tout ce qu'on pouvait imaginer. Une future exploration dans un spin-off pourrait être révélateur. La saison 5 a fait quelques choix discutables, comme l'introduction de nouveaux personnages qui ont rendu le casting trop important. L'un de ces choix discutables a été de baser une grande partie de l'histoire de Vecna sur Stranger Things The First Shadow, une pièce de théâtre servant de préquel. Cette pièce est considérée comme faisant partie intégrante de l'histoire principale. Toutefois, elle est extrêmement difficile d'accès pour la plupart des fans, car elle n'a été jouée qu'à Londres et à Broadway à New York. Pour les fans qui n'ont pas la possibilité de voir la pièce, la meilleure option est de regarder Behind the Curtain, Stranger Things The First Shadow, un documentaire Netflix sur la création de la pièce. Ce documentaire peut apporter un éclairage intéressant sur l'histoire racontée par la pièce, mais il est évident que rien ne remplace le fait d'assister à la représentation. Cela dit, la série inclut quelques plans de la pièce qui permettent de mieux comprendre le passé de Vecna. La scène la plus importante se déroule dans la grotte où Henry n'ose pas suivre Max. Max a transformé la grotte en refuge caché dans l'esprit de Vecna, car c'est le seul souvenir que Henry n'ose pas explorer. De l'autre côté de la grotte se trouve le souvenir d'un jeune Henry Krill en uniforme de scout. Henry descend dans la mine pour examiner un homme désorienté et blessé, apparemment piégé. L'homme porte une blouse blanche, ce qui laisse supposer qu'il est scientifique, et il serre contre lui une mallette qu'il protège jalousement. Quand Henry s'approche de l'étranger, espérant l'aider, le scientifique le braque et exige de savoir qui l'a envoyé. Sa paranoïa extrême le pousse à tirer sur Henry, le blessant à la main. Terrifié par l'agression de l'homme, Henry ramasse une pierre et l'assomme. Il continue de frapper avec la pierre jusqu'à ce qu'il le croie mort, ce qui traumatise profondément le jeune garçon et crée une incohérence dans la chronologie de la pièce. Ensuite, Henry prend la mallette de l'homme et l'ouvre. À l'intérieur se trouve une étrange pierre noire ornée de marques rouges lumineuses. Cette pierre semble tout droit sortie d'un autre monde. Au contact de la pierre, Henry entend des murmures et l'image du flagelleur mental apparaît dans son esprit. Le flagelleur mental lui ordonne de le trouver, puis les particules de la pierre s'infiltrent dans sa peau par la blessure par balle. Ce processus est incroyablement douloureux. Henry se tord de douleur et hurle, infecté par le pouvoir de l'abysse. Le scientifique, encore en vie et témoin de la scène, dit à Henry « Tu dois lui résister, il te consumera, il consumera tout ». Les spectateurs n'apprennent rien de plus sur le scientifique, son origine, ni comment il s'est procuré la pierre, mais il est clair qu'il en connaît le pouvoir. Surpris de voir l'homme encore en vie, Henry lui crève les yeux, le tuant sur le coup et confirmant ainsi que ses pouvoirs proviennent de l'abysse et du flagelleur mental. Pendant la majeure partie de la saison 5, Henry est terrifié par la grotte où se cache Max. Chaque fois qu'il s'en approche, il s'arrête net, incapable de se résoudre à faire un pas vers l'entrée, et encore moins à y entrer. Il a l'air terrifié, mais personne ne sait pourquoi la grotte lui inspire une telle peur. Max suppose qu'elle renferme un souvenir traumatisant, ce qui est vrai, mais cela n'explique pas tout. En réalité, le flagelleur mental a délibérément instillé cette peur de la grotte chez Henry, le forçant à l'éviter à tout prix. Cela empêche Henry de se souvenir de sa première rencontre avec le flagelleur mental. Ceci confirme que c'était bien lui qui, depuis le début, influençait Henry et l'utilisait pour accroître sa puissance. L'avertissement du scientifique laisse également entendre que Henry n'est pas la première victime du flagelleur mental. Malgré cette vérité, Vecna reste un redoutable antagoniste. Après avoir été témoin de la vérité, après des années passées à enfouir ce souvenir, il est toujours incapable de l'accepter. Il a tout donné au flagelleur mental, jusqu'à son propre corps. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Même Will, utilisant ses nouveaux pouvoirs pour se connecter à son esprit, tente en vain de le convaincre de trahir le flagelleur mental. Ce dialogue entre Will et Henry laisse place à l'interprétation. Le spectateur peut choisir de croire que Henry dit la vérité lorsqu'il affirme avoir rejoint le flagelleur mental de son plein gré et n'avoir jamais été contrôlé par lui. Toutefois, Stranger Things a démontré que Henry est un narrateur extrêmement peu fiable. Henry est devenu un menteur et un manipulateur. Et même s'il choisit désormais de rester fidèle au flagelleur mental, cela ne change rien au fait que ce dernier a, à un moment donné, exercé une influence sur lui.
Quand Henry prononce les mots « nous ne faisons qu'un », une larme coule sur sa joue. La caméra s'attarde sur son visage, révélant une expression qui ne traduit ni détermination, ni même conviction. Il semble n'entrevoir plus d'autre issue. Il s'est transformé en monstre, en bourreau, en meurtrier, en conquérant de monde. Tout cela pour le flagelleur mental. Soit il accepte que le flagelleur mental est avec lui, soit il se retourne contre lui et mourra probablement de toute façon. Les frères Duffer ont un temps envisagé une rédemption à la Dark Vador pour Henry, où, au dernier moment, il se retournerait contre le flagelleur mental et aiderait Will, 11 et le reste de la bande. Mais Henry est allé trop loin. Peu lui importe désormais que le flagelleur mental le contrôle ou non, car il a fait ses choix, il n'a pas de retour en arrière. Quand il dit avoir besoin du flagelleur mental, c'est probablement vrai, car c'est le seul moyen pour lui de faire face aux horreurs qu'il a commises et aux monstres cruels qu'il est devenu. Bien que cette scène puisse être interprétée de différentes manières, il semble fort probable que le flagelleur mental ait manipulé Henry. Ce n'est pas un hasard s'il a gardé ce souvenir dans la grotte, caché à Henry pendant tant d'années. Il savait que si Henry voyait ce souvenir, il pourrait se retourner contre lui. Parallèlement, Henry admet qu'il aurait pu résister au flagelleur mental, mais il ne l'a pas fait. Ainsi, même si le flagelleur mental le contrôlait depuis le début, Vecna n'a pas choisi la rédemption lorsqu'il en avait l'occasion, et est tout de même devenu un méchant. Il est clair que les origines tragiques de Henry au Nevada ont laissé de nombreuses questions sans réponse. Qui est ce scientifique caché dans la grotte? D'où vient la pierre? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi en sait-il autant à son sujet? La scène a fourni au spectateur suffisamment d'informations pour comprendre comment elle a conféré des pouvoirs à Henry et l'a lié au flagelleur mental, mais elle n'a rien révélé sur l'origine de la pierre. C'est en fait un choix délibéré des frères Duffer, qui souhaitaient laisser la porte ouverte à l'exploration de ce sujet dans une série dérivée à venir. Dans une interview, ils ont expliqué que la pierre serait un élément important d'une autre série. La série dérivée va explorer ce thème et l'expliquer, et nous allons tout comprendre. Mais il s'agit d'une mythologie complètement différente. Ce n'est donc pas une exploration approfondie du flagelleur mental ou de quoi que ce soit de ce genre. Ça va être original et novateur. Mais oui, cela permettra de répondre à certaines questions restées en suspens. Bien que Stranger Things soit terminé, il est clair que son univers est loin d'être achevé. Les histoires futures pourraient se concentrer sur de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues, mais les fans auront encore beaucoup à découvrir dans les prochains épisodes de ce qui pourrait bien devenir une franchise beaucoup plus vaste. Les fins de série peinent souvent à trouver le juste équilibre. Trop d'explications et l'univers perd de son mystère. Pas assez d'explications et la fin paraît inachevée. La saison 5 réussit cet exercice d'équilibriste en étant précise sur ce qu'elle laisse en suspens. Ce détail non résolu dans le final n'annonce pas un danger accru. Il ne menace pas de remettre en cause la conclusion que la série vient d'obtenir. Au contraire, il met en lumière une lacune dans notre compréhension, présente depuis toujours. Nous avons constaté les conséquences de la dimension X pendant 5 saisons, mais nous n'avons jamais vraiment assisté au moment où l'humanité a pris conscience de ce à quoi elle avait affaire. La différence majeure réside dans le fait que ce mystère n'appartient pas aux protagonistes. Les enfants, désormais adultes, ne sont plus ceux qui devraient ou pourraient le percer. Leur relation avec le monde à l'envers et la dimension X a atteint sa fin naturelle. Toute tentative de les réintégrer à la mythologie serait perçue comme un recul plutôt que comme un enrichissement. En laissant la question en suspens sans la lier à des enjeux immédiats, le final redistribue subtilement la responsabilité du récit. Cela sous-entend que la réponse existe, mais pas à cette époque, ni avec ses personnages. Il s'agit donc d'une logique de spin-off plutôt que d'une suite. Les frères Duffer ont déjà clairement indiqué que le spin-off, en live action, se déroulerait dans une décennie différente, avec de nouveaux personnages, et que l'histoire de Hawkins était terminée. La structure du final confirme cette affirmation plutôt que de la contredire. Ce retour en arrière dans le temps modifie fondamentalement le moteur narratif. La série originale repose sur la familiarité. Le public connaît la ville, les relations entre les personnages et le rythme de ce monde avant que l'horreur ne surgisse. Un récit se déroulant à l'époque des origines supprime ce filet de sécurité. Dans une chronologie de premier contact, il n'y a pas de règle établie. Personne ne sait quelque chose sur la dimension X, sur le flagelleur mental, ni comment ou pourquoi les combattre. L'attention se déplace de la survie vers la découverte. Chaque décision devient plus lourde de conséquences, car il n'y a pas de précédent ni la certitude que les choses pourront être réparées plus tard. Cela ouvre également la porte à des influences de genres différentes. Au lieu d'un récit d'horreur initiatique, le spin-off peut explorer la paranoïa de la guerre froide, le secret institutionnel et l'arrogance scientifique. La peur ne réside pas seulement dans le fait que quelque chose cloche, mais aussi dans le fait que les mauvaises personnes soient chargées de le comprendre. Ce changement de ton permet à la série dérivée de paraître nécessaire plutôt que superflu. Quand on parle de spin-off, on cherche souvent un personnage familier pour les structurer. 11 est la candidate idéale, mais la série a clairement indiqué que son histoire
est terminée. L'évoquer une nouvelle fois affaiblirait la fin au lieu d'enrichir l'univers. L'hypothèse la plus intéressante est que le personnage principal du spin-off ne soit pas un héros doté de pouvoir, mais un point de vue, celui des premiers visiteurs de la dimension X, sans en comprendre l'ampleur ni les conséquences. On sait déjà que les premières expériences et explorations ont mal tourné. On sait que l'existence du flagellant mental existait avant même que Hawkins n'en prenne connaissance. Ce qu'on ignore, c'est le moment où ce savoir était incomplet et dangereusement mal interprété. Voilà un terreau fertile pour la narration. Les personnages de cette époque n'ont pas le recul nécessaire. Ils ignorent qu'ils préparent le terrain pour une catastrophe. Ils agissent sous pression, dans le secret et la peur, faisant des choix qui semblent rationnels sur le moment, mais terrifiants avec le recul. Cette approche résout également un problème récurrent des franchises. Plutôt que d'amplifier la menace pour maintenir l'intérêt, le spin-off peut créer une tension palpable grâce à l'inévitabilité. Le public sait déjà où cela nous mène, l'horreur née du spectacle des premiers pas qui y mènent. Ce qui rend le final de la saison 5 si efficace comme point de départ, c'est ce qu'il refuse de faire. Il ne dévoile pas le sujet du spin-off, il n'explique pas en détail la mythologie, il ne rassure pas le public en lui promettant des réponses immédiates. Au contraire, il fait confiance à la structure qu'il a mis en place. En concluant Hawkins de manière définitive, la série crée l'espace nécessaire à une nouvelle histoire sans donner l'impression d'une extension ou d'une réécriture. Cette retenue est rare dans les franchises conçues pour durer. Elle témoigne d'une confiance non seulement dans l'univers de Stranger Things, mais aussi dans l'idée que l'expansion ne signifiait pas forcément la continuation. Parfois, le moyen le plus efficace de développer une histoire est de se tourner vers le passé et de la laisser parler d'elle-même. Si le spin-off réussit, ce sera parce qu'il explorera le moment où tout pouvait encore basculer, et où personne n'en avait encore mesuré les conséquences. En concluant la série originale de cette façon, Stranger Things saison 5 prépare discrètement le terrain pour que cette histoire puisse exister. Et franchement, qui dirait non à une exploration de la dimension X? Je crois que personne. Tout le monde veut savoir qu'est-ce que c'est la dimension X. Donc, ça serait bien de faire la série dessus. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, bonne année. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.